Bon, alors, aujourd'hui, il y aura toute une grande partie de la séance qui sera consacrée à des choses imprévues, puisqu'en fait, essentiellement, toutes les questions, sauf celles qui me tirent le pin depuis plusieurs années, que j'ai évoquées, je les ai comprises depuis la semaine dernière. Alors, donc, la semaine dernière, je vais commencer là-dessus. J'avais pris un champ de vecteur B semi-monotone, c'est-à-dire B plus constante fois l'identité monotone, et on avait compris l'existence et l'unicité de cette équation avec des solutions de viscosité bien adaptées au fait que B n'est pas nécessairement continu, donc dans la définition des solutions, il faut prendre la lim inf. Et là, existence et unicité, et définir des solutions du problème dual comme étant un problème solution par dualité pour df sur dt moins divergence de bf égale à 0. Donc je vais garder ça, et la dualité, attention, j'ai changé le sens du temps, c'est u de t f0 qui est intégrale de u0 f de t. Donc là, on a des... C'est-à-dire que là, je démarre toujours en t égale à 0. Donc ici, c'est une fonction continue, et ici, c'est une mesure bornée. Bon, ça, c'est pas... Alors, pour simplifier B dans L', si on est dans le cas périodique, autrement, il y a des L' log, etc. C'est pas un souci. Bon, alors, fondamentalement, tout cela, après, c'est de l'habillage mathématique, tout cela, ça provient d'une seule chose, qui est le fait qu'on sait résoudre l'équalif x point plus b de x appartient à 0, et qu'on sait que x de t et de x moins x de t et de y est majoré par une constante. Tous les temps varient entre 0 et 1, par exemple, où le C0 est la constante de semi-monotonie. Bon. Alors, ça, je vais peut-être faire un interlude là-dedans, rappeler quelques aspects. Attendez, ça, ma voix sera plus claire. Rappeler quelques aspects que j'avais laissés de côté. Donc, qui est Lipschitz, si U0 est Lipschitz. Donc, première question, si U0 est lipschitzien, U est lipschitzien, et l'équation a un sens presque partout. Bien. Si U est continu, l'équation a un sens presque partout, en écrivant ça comme divergence de BU moins divergence de B fois U. Et donc la question se pose, c'est est-ce que des solutions pour une équation linéaire, c'est d'habitude le cas? Est-ce qu'une solution continue au sens des distributions, voire une solution lipschitzienne au sens presque partout, donc au sens des distributions, est automatiquement une solution de viscosité? Alors la réponse qu'on va décliner ce matin est que si B est continu, c'est vrai pour les lipschitziens et faux pour les continus, et si B n'est pas continu, c'est tout le temps faux. Ok, donc le sens de l'équation est assez important, et quand on regardera le problème renversé dans le temps, à la Bouch-James, etc., on va retrouver cette difficulté et on comprendra mieux. Ici, c'est une solution qui a lieu au sens de la dualité. Donc on peut se poser, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais expliqué en quoi l'intégration par partie, c'était de prendre fondamentalement des fonctions test telles qui soient régulières et surtout telles que B gradient U soit continu. Donc de mettre la singularité sur U. Il n'en demeure pas moins qu'on peut se poser des questions. Quand on peut se poser des questions, par exemple, B continu,
est-ce qu'une solution dans D' est une solution duale? La réponse est non. On peut se poser la question de quand est-ce que c'est des solutions sans distribution. Donc, par exemple, en supposant que F est dans L1 si B est continu ou F dans LP. Bon, ça, la réponse est oui. C'est pas compliqué. Et on peut se poser la question de est-ce que ça, c'est des solutions renormalisées? C'est-à-dire, j'expliquerai la renormalisation. Première question, si F est solution, est-ce que valeur absolue de F est solution? Et la réponse est non. Okay. Donc on voit qu'on est déjà, et ça donnera d'ailleurs un certain nombre d'exemples qui montrent que si B est dans BV, même avec un signe sur BX, la régularisation, ça ne marche pas. Donc d'une certaine manière, l'extension à l'Ambrosio de ce qu'on avait fait avec Randy Pernin, si B est dans BV et divergence de B dans L1, divergence de B dans L1, c'est nécessaire si on veut vraiment pouvoir faire des régularisations. Donc non seulement ça y est, parce que ce n'est pas toujours lisible, mais en plus c'est nécessaire. C'est-à-dire que la conjecture en disant est-ce qu'on peut tout étendre? Non, ça ne marchera pas tel que. À BV, il commence à y avoir vraiment des soucis. Et on va voir quelques-uns de ces soucis aujourd'hui. Dernière remarque, parce que ça c'est important, c'est que ce résultat-là, comme ceux que j'avais mentionnés la semaine lors de la première séance, comme ceux que je ferai à partir de la séance prochaine avec les fonctions qui sont complètement décroissantes par rapport à toutes les variables, ça marche si je mets au lieu de égal à 0, je mets, et je l'ai fait la semaine dernière, un AIJ d'AIJU où A est un demi de sigma transposé, sigma lipschitien. En revanche, le retournement du temps, ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas, on ne sait pas. Bien. Alors, je vais faire une petite parenthèse qui est en fait liée à cette estimation, liée aux solutions duales, c'est une sorte d'interlude, qui est liée à l'exposé que j'avais fait après le premier cours et qui est liée à l'exposé qu'a fait Pertam la semaine dernière après mon cours. Donc, autour des distances de Wasserstein. Alors, première remarque, c'est que je ne l'ai pas dit parce que quand on a une formation de probabiliste et qu'on voit cette inégalité, on sait ce qui se passe. Donc, je vais le faire avec, dans le cas probabiliste, on va avoir une majoration comme ceci. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Dans le cas, évidemment, déterministe, il n'y a plus d'espérance. Et le 2, vous pouvez le remplacer par n'importe quel P. 1, ça marche, mais pas infini. Oui. Tout ça, c'est vrai. Donc, auquel cas, la constante dépend de P et explose quand P tend vers l'infini. Bon, alors ça entraîne automatiquement que lorsque vous prenez une solution de cette équation, et ça, ce n'est rien d'autre, cette identité, comme on sait que U de x et de t, c'est l'espérance de U0 de xt de t et dx dans le cas probabiliste, ce n'est rien d'autre que de dire que si F0 est la loi initiale de x, donc je vais mettre ici x0 moins y0 et une espérance, puisque je vais permettre qu'il y ait que x0 est une loi et que y0 est une loi. Alors, oui. Donc, où j'en étais? Donc, ça, on voit dans cette formule que f est la loi de xt, et ça vous entraîne instantanément, il n'y a rien à faire, que la distance de Wasserstein à la puissance p de la loi de xt, c'est-à-dire de f de t, si je prends une solution g de t, est inférieure à la puissance c0t wp
Donc, Benoît y a fait référence en disant que c'était des choses bien connues des probabilistes. Ça va quand même un peu au-delà. Non seulement c'est bien connu, mais c'est transparent. Quand on a une estimation trajectorielle, comme celle-là, ça se traduit instantanément dans les informations sur la distance de Wasserstein. Pourquoi? Parce que vous prenez un x0, un couple x0, y0 qui correspond à la minimisation. Ceci, c'est la minimisation de l'espérance de... je vais leur changer de nom, je vais les appeler A moins B à la puissance P, où loi de A, c'est F0, et loi de B, c'est G0. Je prends un x0, y0 qui minimise ceci. Bon, ça n'existe pas toujours. Mais sinon, vous le prenez à epsilon près, et puis vous ferez tendre epsilon à la fin. Donc, simplifions. Prenons quelque chose qui minimise. Donc, ça, c'est la même chose. Le membre de droite, c'est la même chose. Et le membre de gauche, c'est supérieur par définition, puisque xt a pour loi ft, etc. Et donc ça, par définition même du minimum, c'est supérieur à wfp, f de t, g de t. Donc, quand vous avez une estimation sur les processus sous-jacents, vous avez, avec des écarts, quelles que soient les fonctions de test que vous preniez, ça se traduit en quelque chose sur les lois et les mesures de Wasserstein. C'est totalement classique. À la limite, c'est pour ça que les probabilistes ont regardé ce genre de distance. Bien. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour, donc une fois que cette remarque est faite, ce qui, bien entendu, s'applique au cas qui est là, j'aurais pu le signaler avant l'exposé de Benoît, mais donc en particulier, la conséquence, c'est que W de f de t, g de t, est inférieur à W de f0, g0, en tout cas, lorsqu'on a un f0 et un g0 qui sont des mesures de proba. Là, je n'ai pas nécessairement des mesures de proba, j'ai des mesures et elles sont bornées, donc la seule différence, c'est qu'elles peuvent changer de signe. C'est ça la seule différence. Pardon? Oui, il y a une constante, il y a un e puissance c0t. Ce n'est pas forcément exactement le même C0, c'est le même C0 si P égale à 2, après c'est différent. Bon, ça c'est des choses bien classiques, et du coup je complète ce que j'ai fait la semaine dernière. Bon, alors dans notre article avec Merwan, Jean-Michel et Charles sur les matrices aléatoires dont j'ai parlé dans le séminaire qui a suivi mon premier cours, il y a un argument, je l'ai vaguement évoqué dans mon séminaire, et si on en est à parler de comprendre quand est-ce qu'on a des contractions dans l'espace de Wasserstein, quand est-ce qu'on a des bornes, je vais vous montrer une technique qui, fondamentalement, dans ma tête, c'est Crandall-Tartar. Donc, je vais commencer par rappeler ce qu'il avait fait. C'est un lemme très élégant, très simple, qui, honnêtement, ne sert pas énormément, mais éclaire les choses. Bon. Et puis, je vais décliner tout un tas d'extensions pour finir à une variante de Crandall-Tartar, mais dans l'espace de Wasserstein. Et puis ça a tout un tas d'applications sur faire des majorations, montrer qu'un tout un tas d'équations, que l'équation de la chaleur en dimension quelconque, mais c'est un peu plus général que ça, décroît toutes les distances de Wasserstein, il y a une ligne de démonstration, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Il y a à vérifier une propriété. Bon, alors, on va y aller tout doucement. Donc, c'est une sorte d'interlude
qui est provoqué par cette estimation et comprendre quand est-ce qu'on a ou pas des propriétés. Donc une des raisons, c'est quand il y a une interprétation probabiliste, c'est cette estimation, hein, l'estimation sur les trajectoires. OK, ça c'est le truc un peu plus historique. Là, on va voir une autre voie. Benoît a expliqué dans ce séminaire une voie à partir de doublement de variables qui, dans le cas de processus, est essentiellement faire cette majoration, une traduction analytique de ces preuves probabilistes. Il reste tout un tas de questions qui ne sont pas simples pour comprendre ce que fait la distance de Wasserstein dans des équations, surtout quand on sait que ce ne sont pas toutes les distances de Wasserstein qui décroissent, mais par exemple que la 2 pour les milieux poreux, etc. Ça, c'est emmerdant, parce que c'est un truc un peu isolé. Donc, il y a des manières de comprendre ça avec les flots de gradients, etc. Donc, il y a plein de voies, j'en rajoute, je fais juste une petite remarque. Ça n'a pas plus de portée que cela. Alors, le lemme de Crandall-Tartar, que je vais faire en stationnaire, mais c'est vrai pour des semi-groupes facilement. En fait, vous prenez l'application en temps H et puis vous appliquez si vous en avez envie. Donc, vous supposez que vous avez une application. Donc, il y a le cas L infini. Alors, je vais dire L infini, mais ça pourrait être fonction continue bornée, fonction bornée uniformément continue, ça c'est des variantes. Je veux dire L infini, ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. T est un envoi L infini dans L infini, une transformation. Et je vais faire une hypothèse importante, c'est que T U plus constante est égal à TU plus C. En d'autres termes, l'opération commute avec l'addition de constantes. Bon, il y a plein de dp. Quand il n'y a que des dérivés qui apparaissent dans l'équation, ben on ne voit pas les constantes. Donc vous ajoutez une constante, ça ne change rien. Et donc, le lemme de Crandall-Tartar dit que T est une contraction dans L infini, c'est-à-dire que TU moins TV en norme infinie est inférieur à U moins V infini. Donc je l'écris une fois, hein, c'est qu'on a une constante 1, même pas les questions lipschitziennes de constante 1, est une contraction si et seulement si T est monotone. C'est-à-dire TU est inférieur à TV si U est inférieur à V. Bon. Alors, 2. Dans L1, à nouveau, il y a des variantes, mesures de proba, haute bazar, etc. Si T envoie L1 dans L1 et commute avec les translations, n'importe quoi. J'anticipe. Et préserve l'intégrale. Excusez-moi. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Donc ça, préserver l'intégrale, c'est indispensable. TF égale l'intégrale de F, voilà, c'est ça. Alors, T est une contraction dans L1. Si et seulement si T est monotone et croissante. Donc, lorsqu'on a le principe du maximum, hein, lorsqu'on a un principe de comparaison, la contractivité dans L1, c'est juste de préserver les constantes. La contractivité dans L infini, c'est juste de préserver la masse et c'est d'additionner des constantes. Bon, je vais vous rappeler en 5 minutes la démonstration, c'est simple. Et puis, je vais regarder des extensions, des variantes.
Et ce sera en fait de moins en moins clair. Ce n'est pas tellement surprenant ce résultat quand vous y réfléchissez. C'est pas tellement surprenant, mais c'est une très jolie remarque. Alors, on va faire les deux sens. Déjà, dans l'infini, si t est croissante, pourquoi est-ce une contraction dans l'infini? Très simple. U est inférieur à V plus U moins V, norme du sup. C'est une constante. Donc, TU est inférieur à T de ceci, mais ceci, c'est TV plus U moins V infini. Et c'est fini. Puisque ça veut dire que TU moins TV est inférieur à U moins V infini, vous échangez V et U, c'est fini. La réciproque, c'est que si T est une contraction, ce sens-là, il est évident. Ce qui est plus intéressant, effectivement, sont les réciproques là-dedans. Parce que c'est que si c'est croissant et que ça commute avec les constantes, l'argument qui est là, tout le monde savait le faire, et que donc on voyait que c'était une contraction. C'est la réciproque qui est la plus intéressante, c'est qu'il n'y a rien d'autre que les applications croissantes si on a cette invariance-là. On ne peut pas y échapper. Alors, comment ça se passe, ça? On va prendre que f est plus petit que g. Non, u est plus petit que v. Je vais essayer de garder des notations à peu près cohérentes. Et je veux démontrer que tu est inférieur à tv, en sachant que c'est une contraction. Dire que c'est une contraction, c'est certainement dire que tu moins tv plus c, qui n'est rien d'autre que de t de u plus c, c je l'appelle lambda, t de u plus lambda moins tv. Je n'ai pas trop le choix, hein. Je vais me servir de la contraction. La contraction, c'est dire que t de f moins t de g est inférieur à f moins g infini. Et là, j'ai extrait toute l'information, et puis je glisse une constante, puisque c'est la seule information que j'ai. Et ça, je sais, grâce donc à la contraction et cette propriété d'addition avec les constantes, que c'est inférieur à u moins v plus lambda infini. Donc tu moins tv est inférieur à u moins v plus lambda infini moins lambda. Sachant que u est inférieur à v. Donc je vais maintenant choisir lambda pour que le minimum de u moins v plus lambda soit égal à 0. Bon, je fais cette démonstration simplement en regardant, donc ne m'en veuillez pas si je me plante. Donc, la norme à l'infini ne peut être que le max, auquel cas ceci devient le max de u moins v plus lambda, c'est-à-dire u moins v plus lambda moins lambda, et lambda se vire, et max de u moins v est négatif ou nul. Voilà. Donc ça, c'est la démonstration originale de Crandall-Tartar dans l'infini. On passe à L1. Donc là, il y a un petit argument, pas très compliqué. C'est quand même des lemmes ultra simples et c'est le genre de choses qu'on aime bien parce que c'est élégant, c'est simple et on a l'impression de comprendre quelque chose.
Alors, le fait que T soit une contraction si T est croissante. Je passe au cas L1, parce que je fais la démonstration. Je fais la démonstration en détail, et puis après, je vais faire des extensions sans détailler, en disant bah, la démonstration, c'est pareil, quoi. Enfin, ça s'adapte facilement. Alors, si T est croissant et que ça préserve la... Donc, supposez que vous ayez ça, que ça préserve la masse totale, intégrale de F, pardon. Pourquoi est-ce une contraction dans L1? Alors, l'intégrale de TF moins TG, c'est certainement égal à l'intégrale du max de TF et TG moins min de TF et TG. Définition de la valeur absolue. OK. Si c'est croissant, le max de TF et de TG est majoré par T du max, je note comme ça, avec le max de F sub G, max de FG, moins T de F1G. Là, je me sers de la croissance. OK? Et maintenant, donc je mets l'intégrale, ça c'est toujours droit, je me sers maintenant du fait que ça conserve la masse. Et ça me fait l'intégrale de F sub G moins F1G. Bon. Et puis ça, c'est l'intégrale de valeur absolue de F moins G. Voilà. Bon. La réciproque, et on aura fini. Donc T croissant en train de trait contraction. Et il faut montrer maintenant que c'est croissant. Comment ça marche, ça? Alors, T2. Donc on préserve la masse. C'est une contraction dans L1. Alors, oui. Si je regarde, en fait, on va démontrer quelque chose d'autre. Si je regarde ce que j'aurais pu aussi faire dans L infini sur le max de TF moins TG plus, l'intégrale de TF moins TG plus, c'est l'intégrale de TF moins TG plus l'intégrale de TF moins TG, l'un avec valeur absolue, l'autre sans valeur absolue. Il faut peut-être mettre un 1,5 pour que c'est une chance d'être vrai. Les parties négatives s'annulent. Les parties positives sont comptées 2 fois. Vous appliquez la contraction dans L1 et vous appliquez la conservation dans L1. Ceci est inférieur à 1,5 de l'intégrale de F moins G plus F moins G. Et ça fait l'intégrale de F moins G plus. Ce qui entraîne en particulier que si F est plus petit que G, TF est plus petit que TG. À nouveau, vous voyez à quel point les histoires de conservation, les histoires de commutation avec les constantes, ça fait que la contractivité ou dans L1 ou dans L infini, c'est la même chose que la croissance.
On aurait pu imaginer qu'il y ait des trucs un peu plus... qu'il y ait d'autres manières d'être contractif, mais la réponse est non. Alors, première variante que je pourrais décliner sur toutes les variantes qui suivront, c'est que là, je veux une contraction. Si à la place d'avoir une constante 1, je veux une constante de Lipschitz L, est-ce qu'il y a encore des résultats comme ça? Ben, la réponse est oui. Supposez, donc je vais faire dans le sens, je veux avoir quelque chose de lipschitzien. Je suppose que t est croissant, dans L infini, je ne vais pas me préoccuper de réciproque. Et j'écris que t de u plus c, si c est positif ou nul, en fait ça suffit. Est inférieur à tu, je n'ai pas besoin d'égal. Et là, je vais mettre plus 1 plus L fois C. Ok, je rajoute une constante, j'ai une majoration plus grande, donc là, je demande beaucoup moins. Alors, ça entraîne que TU moins TV plus en norme à l'infini est inférieur à L fois U moins V en norme à l'infini plus. Le plus n'a rigoureusement aucune espèce d'importance, je décompose les... C'est la même démonstration, hein. Vous refaites exactement la même démonstration. Vous voyez que la constante 1 ne joue aucun rôle. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est utilisable. Hein. Qui montre que lorsqu'on a le principe du maximum, il ne faut pas grand-chose pour avoir une application lipschitzienne. Hein. Alors, pour le deuxièmement, si t, donc ça c'est le premier point, donc ça c'est remarque 1. Le deuxièmement, c'est quoi pour l'intégrale de TF égale à F? Bon, on va prendre un F qui est supérieur à G et dire que l'intégrale de TF moins TG, dans le cas conservatif, on dit que c'est 0. Comme c'est croissant, c'est une norme L1, hein, donc mais pour des choses comparées, est inférieur à 1 plus L fois l'intégrale de F moins G. Bon, ça entraîne que TF moins TG plus en norme L infini est inférieur à L fois, en norme L1, est inférieur à L fois F moins G L1. La deuxième observation que je veux faire, qui elle aussi se déclinera dans toutes les variantes que je ferai par la suite, la deuxième remarque, c'est que si on a une application qui est définie sur L1 et sur L infini, bon, sur L1 inter L infini, et qu'on a toutes les propriétés à la fois, c'est-à-dire croissance, commutation avec les constantes, et on préserve la masse totale. Alors, ça entraîne que c'est une contraction dans L1 et dans L infini, mais en fait, dans tous les LP. Bon, c'est une application non linéaire, hein, donc c'est pas tout à fait de l'interpolation linéaire, mais ça marche pareil.
faites soit un coup d'interpolation non linéaire, soit vous reprenez la démonstration de l'interpolation dans LP, soit vous faites une autre remarque que je vais faire maintenant. Et bien entendu, si on fait ces deux hypothèses, la croissance est équivalente à ça, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc dans des cas un peu simples où on préserve la masse, ce qui n'est pas énormément demandé, et qu'on commute avec les constantes, ce qui n'est pas non plus énormément demandé, on a une caractérisation des trucs qui opèrent bien dans LP. Évidemment, vous avez la même chose avec un L à la place de 1. Qu'est-ce que j'ai raconté là, 1 plus L j'ai l'impression que j'ai raconté un peu n'importe quoi. C'est 1 plus L là. Puisque dans le cas où c'est 1, donc ça sert à quoi de mettre 1 plus L? À rien. Si je mets L ici, non, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est juste un problème de constante. Si L est égal à 0, on est dans le cas précédent, on a 1. Alors, si je mets L ici, d'accord. Non, c'est idiot ça. 1 plus L. C'est 1 plus L, non, tout bêtement. Donc c'est simplement un L, c'est le même, et c'est L où L est fixé supérieur ou égal à 1, c'est tout. Donc si L est égal à 1, c'est bon, et si L est plus grand que 1, ben, on a une estimation de Lipschitz. Donc c'était juste ça. OK, bon. Alors la remarque 3, remarque 2, la deuxième partie, ouais, non, c'est une remarque 3. Formellement, on a des applications lipschitziennes. Alors, elles sont en dimension infinie, donc on ne peut pas vraiment dire que du coup elles sont différenciables souvent. On va faire comme si elles étaient différenciables. Par exemple, en supposant que T est différenciable. De sorte que je peux écrire dt sur du, je vais le faire dans ce cas-là, hein, dans le cas précédent, avec la même situation que remarque 2. On a tout à la fois. Vous pouvez décomposer et voir quoi est quoi. Si vous regardez dt sur du dans la direction v, donc ça c'est simplement la dérivée dans la direction v, en U. Ça, c'est un opérateur linéaire qui envoie des V dans, disons, L1 intérêt à l'infini, dans L1 intérêt à l'infini. En d'autres termes, théorème des noyaux de Schwartz, donc c'est éventuellement une distribution, mais peu importe, c'est l'intégrale de K de XY, V de Y dy. Donc, raisonner formellement là-dessus. Donc, si V est positif ou nul, T de U plus epsilon V est supérieur à TU. Et donc, cela entraîne, en soustrayant, divisant par epsilon, que dt sur du fois V est positif ou nul. Ça veut dire que ce bazar-là
est positif ou nul en X pour tous les V positifs ou nuls. Donc la croissance entraîne que le noyau K de XY est en fait une mesure. Il est non négatif, pas une distribution quelconque. Ça, c'est la croissance. C'est ce qu'implique une application croissante sur son noyau dérivé. Bon. Regardons maintenant ce que signifie la conservation de la masse, par exemple. Donc, c'est de dire que l'intégrale de TU de plus epsilon V moins TU, disons, est égale, divisé par epsilon, et est égale à l'intégrale de V. Vous faites tendre epsilon vers 0, vous en déduisez que l'intégrale de dt sur du appliquée à V, c'est l'intégrale de V. En d'autres termes, la double intégrale de K de xy V de y dx dy est égale à l'intégrale de V de y dy. Vous voyez que ça signifie que la conservation de la masse, ça signifie, c'est classique, hein, l'intégrale de K de xy dy est égale à 1, quel que soit x. Pardon? Je ne sais pas. C'est pas l'impression. Quand tu mets ça, hein, tu intègres par rapport à x, tu as l'intégrale de v de y dy, donc je ne crois pas. Regarde ceci. Ça veut dire que l'intégrale de k de xy dx fois l'intégrale de v de y dy doit être égal à ça. Et la seule manière, c'est que ça fasse 1. Donc c'est cette variable-là. Hein? Ah oui, je me suis trompé, c'est dx, bien sûr. J'ai fait la bonne démonstration et j'ai inversé les conclusions. En fait, comme on va voir l'autre condition avec l'addition de constantes, c'est pas très grave, mais alors, comment ça marche maintenant pour traduire l'addition de constantes? Bah oui. dt sur du, t de u plus epsilon, hein, maintenant je rajoute 1, moins tu, c'est égal à epsilon, donc divisé par epsilon, c'est égal à 1, et ça converge vers dt sur du dans la direction de la fonction 1. Et donc ça veut dire que l'intégrale de k de xy dy est égale à 1 quel que soit x. En d'autres termes, hein, vous avez une matrice bistochastique, un truc, ça a plein de noms suivant les domaines dans lesquels on regarde. Donc, c'est pas très surprenant. Et ça, on sait qu'une application comme ça, elle est contractante dans toutes les LP, c'est fait pour. Totalement classique. Matricial, si vous voulez. Hein. Et donc, au niveau de la linéarisée, tout ceci est totalement clair. Donc, en fait, tout ceci est très simple. Hein. C'est pas du tout des choses compliquées. Vous voyez comment les bouts se recollent. Ce sont des choses totalement évidentes qu'on peut enseigner à un niveau très faible. On n'a pas besoin de savoir grand-chose.
Mais on va un peu changer de point de vue en faisant des extensions dont on a eu besoin dans notre étude sur les matrices aléatoires, qui a montré que c'était en fait utile de regarder des extensions vectorielles. C'est-à-dire qu'on va prendre le même point de vue, donc première extension, enfin extension ou variante, parce que ça sera, je ne vais même plus prendre des fonctions dans un premier temps, je vais prendre une application de Rn dans Rn. Et je vais munir Rn de son ordre partiel. Ce qu'on n'aime pas trop faire normalement, mais on va faire ça. Donc je vais dire que x est inférieur à y, si et seulement si, quel que soit i, xi est inférieur à y. Bon. Je peux à ce moment-là parler d'application croissante pour cet ordre partiel. Tx est inférieur à ty si x est inférieur à y. Donc je prends une application croissante. Là encore, je vais regarder que les sens, quand est-ce que ça entraîne que c'est une contraction. Première remarque, c'est que t de x plus c, alors c'est quoi? C fois le vecteur que je vais appeler 1. Le vecteur 1, c'est le vecteur dont toutes les coordonnées sont 1. Donc vous rajoutez une constante à chacune des coordonnées, et la même. Alors tx plus c fois 1 est égal à tx plus c fois 1. Eh bien, si vous avez la croissance et vous avez cette propriété, vous avez effectivement que tx moins ty, et même d'ailleurs, je pourrais mettre le plus. Norme infinie, alors c'est la norme infinie dans Rn, hein, c'est la norme du max, est inférieure ou égale à x moins y en norme infinie. C'est la même démonstration. Vous avez une opération max, hein, sur chacune des coordonnées, vous prenez le max de xi, yi, vous faites exactement la même démonstration, vous avez exactement le même résultat. Deuxième remarque, c'est la préservation de la masse. Ben, c'est quoi? C'est la somme des txi, somme sur i de i égale 1 à n, qui est égale à la somme des xi. Donc ça, c'est exactement toutes les propriétés que l'on a établies sur les équations différentielles stochastiques vérifiées par les valeurs propres des matrices. Et donc ça entraîne, de certaines matrices aléatoires, ça entraîne que tx moins ty en norme 1 est majoré par x moins y en norme 1. Même démonstration, je ne les refais pas. Donc en fait, l'ordre partiel, là, hein, pour les trucs vectoriels, en comprenant bien ce que veut dire les intégrales et ce que veut dire l'ajout de constante, ça marche pareil. Vous pouvez réunir les deux cas en regardant des fonctions de L infini à la puissance n. Dans L infini à la puissance n, c'est la même chose, je ne l'écris pas, ça n'a aucun intérêt. Donc on peut faire la réunion de ces deux remarques. Ce qui va m'intéresser, et ça va être la conclusion de l'interlude, c'est de passer à la limite quand n tend vers l'infini. Pour ce faire, ça confère ce que j'avais trafiqué sur les MFG, un point de vue, en tout cas si on se permet des permutations sur les xi, c'est de remplacer les points par des mesures, et la manière dont on passe à ça, c'est en disant 1 sur n, de somme de i égale 1 à n, de delta xi. Donc les xi sont dans R, et le tout, ça fait un point de Rn. Bon. Et quand n tend vers l'infini, ça finit par couvrir
l'ensemble des mesures de probabilité, à une suite près. Donc c'est pour ça, comme il y a des convergences, j'aurais besoin, ce qui n'était pas vraiment nécessaire dans les hypothèses, ce qu'on récupérait a posteriori, j'aurais besoin dans les résultats de supposer que T est continu. C'est ça, quand on passe en dimension infinie, ce n'est pas totalement surprenant. Bon. Mais la question qui se pose, c'est que si j'ai M et que j'ai une autre mesure de proba, une autre mesure empirique avec des points Y, celle-là, je vais l'appeler N. Qu'est-ce que ça veut dire, cette relation d'ordre? Une manière d'interpréter les choses, qui est assez simple, c'est de dire, de toute façon, c'est invariant par permutation. Donc je choisis une fois pour toutes l'ordre des coordonnées quand je fais ça, l'ordre croissant. Si je fais, dans chaque fois que j'écris une mesure empirique, y1 inférieur à yn. C'est juste une convention. Ça permet d'écrire les choses plus facilement après. Alors, dire que le grand X, qui est x1, xn, est inférieur ou égal à y, qui est égal à y1, yn, c'est équivalent à dire que M est dominé par N au sens de la domination stochastique. En fait, je triche un peu parce que ce n'est pas la domination stochastique, c'est j'ai changé la droite et la gauche, mais bon, peu importe. Ça reste une formulation de domination stochastique. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, la domination stochastique? Et c'est équivalent. Et ça, la définition, en tout cas ma définition, qui n'est pas celle que vous trouverez dans les livres. Et je vais faire la définition en dimension quelconque, parce que là, les x et donc les mesures, ce sont des probas sur R. Mais rien n'empêche de faire exactement la même chose dans Rd à la puissance n. Donc on va rester dans R et je citerai les extensions Rn dans Rd dans un instant. Très élémentaire tout ça. Hein? Alors, si je prends P dans Rd, je vais dire que deux mesures de proba sur Rd, que M est dominé par N, donc vous voyez là dans les mesures empiriques, hein, toutes les masses qui sont par ordre croissant sont décalées sur la gauche. Ça veut dire que si je regarde la fonction de répartition, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à x, donc les fonctions de répartition, de manière générale, je les prends continues à droite, limitées à gauche. Hein, donc si vous voulez savoir, donc ça veut dire que x, parce que je peux avoir des mesures, que le x est compté là-dedans. Hein. Donc de dm de y, lui, il est supérieur ou égal à l'intégrale de moins l'infini à x de dn de y, quel que soit x, donc avec la normalisation K-Blag. C'est simple, hein. Chaque fois que vous intégrez, vous trouvez une masse, vous en trouvez toujours une pour m avant de trouver y, donc vous êtes toujours au-dessus. Dans Rd, c'est-à-dire que moins l'infini jusqu'à x1, de moins l'infini jusqu'à xd
de dm est supérieur intégrale à moins l'infini sur x de dm de y. Oh là là, supérieur intégrale de moins l'infini à x1 moins l'infini à x2 dn. À nouveau, c'est la fonction de répartition. C'est vraiment dire que si vous pensez en termes de variable aléatoire, la probabilité que la variable aléatoire de loi m soit inférieure ou égale à x est supérieure, ou que la probabilité que ce soit supérieur ou égal à x est inférieure pour m que pour n. Donc c'est une comparaison des fonctions de répartition. Vous ne pouvez pas comparer ponctuellement deux mesures de proba puisqu'elles ont la même masse, mais vous pouvez comparer ponctuellement leurs primitives. En dimension d, c'est la dième primitive successive par rapport à chacune des variables. Bon. OK. Donc, on a compris ça. Et on a tout pour passer à la limite sur l'espace de Wasserstein. En effet, on a ces résultats-là. Il suffit de traduire ce que sont les hypothèses additionnées avec une constante. Ça veut dire que je prends tous les points x1 et je les décale tous par une constante. Ça veut dire que je fais une translation de toutes les masses de ma mesure empirique de C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais une translation, je note taux Z ou taux C, pour qu'on voit bien que c'est la même chose, de M qui est M de point plus C. En fait, si je voulais être totalement cohérent, ce serait M de point moins C, mais bon, peu importe, ce C est quelconque. Et je suis simplement en train de dire que T, application qui envoie des mesures sur des mesures, commute avec les translations. Donc, vraiment, j'aime pas le C ici. Ça prête à confusion. Donc, T de taux Z de M égale taux Z de Tm. OK? J'ai la notion d'une application croissante, c'est-à-dire que Tm est dominé par Tn si M est dominé par N, pour des mesures de proba. L'application, donc je fais ceci, l'application TU plus C donne TU plus C, ben ça donne ça. Donc celui-là, je vais le noter 1. Ça, je vais le noter... non, ça ouais, peu importe. Donc, je vais le noter invariance translation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la somme des xi? C'est quoi la somme des xi? Le moment, on ne va pas dire qu'on a conservé la masse, ce sont toutes des mesures de proba. Mais somme des xi, c'est le premier moment. Et donc, dire qu'on préserve la somme, c'est le moment. Que l'intégrale de xtm est égale à l'intégrale de xm. Donc là, je fais les choses contraction. Vous avez évidemment les variantes lipschitziennes. Hein. Tout ce que j'ai raconté, il y a toutes les variantes lipschitziennes. Donc maintenant, vous êtes sur P de R1. Vous avez, je vais un peu tricher sur la distance infinie, qui pose tout un tas d'emmerdements dans l'espace de Wasserstein. Je vais regarder l'aspect contractif. Je vais supposer que j'ai T qui est continu pour la convergence faible des mesures de proba. Donc, pour toutes les métriques de Wasserstein,
avec un petit souci sur la métrique infinie. On va faire comme si. Je vais tricher. Premièrement, T vérifie, commute avec les translations. On fait l'hypothèse translation. Si on a cette hypothèse. Alors, T est une contraction pour ce que j'ai déjà noté W1, si et seulement si T est croissante pour la domination. C'est un si et seulement si. Et je vous ai dit des bêtises, c'est si on a la préservation du moment. Deux, si on a la préservation par translation, alors T contraction pour W infini si et seulement si T est croissant pour la domination. C'est toujours la même remarque très très simple de Kandel et Tartar, hein, mais c'est simplement à réinterpréter, modifier, mais c'est toujours, le cœur est toujours là. Donc, et puis troisièmement, c'est que si on a les deux, si vous me permettez d'écrire comme ça, alors c'est une contraction pour toute voilà. Bon, et ça c'est ce qu'on avait pour l'équation non linéaire. C'est donc ce que l'on avait pour l'équation non linéaire associée que ce soit Dyson, Wishart, etc., toutes ces catégories de matrices aléatoires. Donc j'avais dit deux phrases dans mon séminaire en disant ça entraîne, Kandel-Tartar entraîne. Bon, là je vous donne une version beaucoup plus détaillée. Bon, je signale parce que si on a un peu réfléchi au lemme de Kandel-Tartar, et si on connaît cette notion de domination stochastique, c'est transparent l'extension. Et ça donne déjà plein de résultats sur les contractions, sur le fait que des équations contractent des distances de Wasserstein. Si vous prenez, je prends un cas trivial, si vous prenez l'équation de la chaleur en dimension quelconque, ça préserve le premier moment parce que c'est du deuxième ordre. Ça, c'est vrai pour des équations beaucoup plus compliquées. OK. Ça commute avec les translations. Donc, on voit bien que commuter avec translation pour une EDP, on sait ce que ça veut dire. Coefficient constant. Le fait que ça conserve, c'est conservatif puisqu'il y a une mesure de proba et que ça conserve le premier moment, on sait quand c'est vrai ou c'est pas vrai. Pas très compliqué non plus. En revanche, c'est quid de la domination. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce n'est pas le principe du maximum, ça. C'est le principe du maximum sur les fonctions de répartition. Ça veut dire que vous demandez, si vous regardez une équation d'évolution, que lorsque initialement les densités sont comparées, c'est-à-dire les fonctions de répartition sont comparées, vous demandez à ce que ceci se propage, soit propagé par l'évolution temporelle. Pour l'équation de la chaleur en dimension quelconque, parce qu'elle a un coefficient constant, ou pour n'importe quelle équation qui est le principe du maximum intégro-différentiel linéaire à coefficient constant, c'est-à-dire que la partie intégrale, c'est un noyau de convolution, à ce moment-là, vous pouvez commuter l'équation et la prise d'intégrales successives pour définir la fonction de répartition. En d'autres termes, si vous avez ut, par exemple, moins Laplacien u égale à 0, et là je mets 3 petits points parce que c'est toutes les équations
au plus du second ordre qui sont à coefficient constant intégraux différentiels, donc toute cette classe d'équations linéaires, ça entraîne que si la fonction de répartition vérifie la même équation. C'est l'invariance par translation. Donc là, le principe de comparaison est évident, donc il n'y a rien à faire. Pour toutes ces équations-là, les Laplaciens fractionnaires, etc., il n'y a rien à démontrer. C'est une conséquence triviale de Kandel-Tartar. Bon, ça c'est une remarque qui, je pense, n'est pas si classique que ça. Après, c'est beaucoup plus simple, évidemment, de vérifier cette condition de croissance qui est très restrictive. C'est pour ça que ce n'est pas la fin de l'histoire en ce qui concerne l'utilisation des bornes avec des distances de Wasserstein pour des équations. C'est vraiment des cadres qui sont très, très, très invariants. Mais la non-linéarité, ça joue presque pas de rôle. Donc moi, je ne suis pas allé chercher, voir tous les résultats qui étaient connus pour savoir si on pouvait les récupérer. Ça ne m'intéresse pas. Je suis de toute façon convaincu que c'est une vision des choses, qu'il y en a d'autres et qu'il y a des résultats complémentaires. Donc ça ne m'intéresse absolument pas de savoir si on fait ce qu'il y a de mieux ou pas, j'y crois pas et je m'en fous. En revanche, c'est bon d'avoir cet éclairage pour savoir s'il y a une démonstration à faire ou pas. Ce que je veux dire, c'est que si on a comparaison des fonctions de répartition, en général, il n'y aura pas de démonstration à faire. Alors, oui, vous prenez maintenant des équations en dimension 1, et là, la chose change complètement, parce que donc le AIJ n'est pas nécessairement à coefficient constant, donc je vais plutôt mettre M. Bon, je donne juste des exemples, il y a plein d'exemples comme ça. AIJ n'est pas... Donc c'est... Pardon, D2 sur DX2, je dis n'importe quoi. Si vous prenez la primitive, vous voyez que df sur dt moins d sur dx de a df sur dx, on a le principe du maximum. Donc là, c'est un a de x. Et donc, je vais savoir tout de suite que la domination est vraie. L'invariance par translation, ce n'est pas très intéressant parce que ça veut dire que A est indépendant de X. En revanche, le premier moment, c'est automatique parce que j'ai deux dérivés. Donc ça veut dire que je prends des équations linéaires à coefficient quelconque et je pourrais continuer. Et je pourrais mettre des trucs non linéaires. Je pourrais très bien mettre un A de X et de M là. Si je mets un A de X et de M, et puis j'arrêterai là parce que vous avez compris comment ça marche, vous allez avoir ici, il faut que ce soit croissant par rapport à M, vous allez avoir ici AX de df sur dx. Ça, c'est une équation à principe maximum. Donc vous prenez une équation comme ceci, vous savez tout de suite, d'après ce résultat, c'est le cas moment, vous lisez, c'est une contraction pour W1. Il n'y a rien à faire. Je suis sûr que ça peut être redémontré de 36 manières différentes, mais là, on n'a pas besoin de démonstration, c'est ça que je veux dire. Donc c'est quand même utile de savoir ça. Donc ça, c'est fin de l'interlude. J'y ai passé plus de temps que je ne laisse compter, mais c'est provoqué par nos différents exposés, puis provoqué par le fait que cette propriété qui est la variante lipschitzienne, le e puissance 0t, c'est les variantes lipschitziennes. Voilà. Donc, je voulais vous montrer d'où ça sort, ce genre de truc. Alors, on continue. Estimation probabiliste, estimation générale, etc., etc. Et puis, des situations où on reconnaît, ce qui n'est pas toujours évident, flow de gradient, c'est cette observation initiale de Félix Otto.
Alors, je reprends le cours de... à proprement parler du cours, si vous me permettez, pour faire quelques compléments sur des questions que je me suis posées à moi-même et que j'ai donc résolues, ce qui évidemment me fait plaisir, mais ça fait plaisir qu'à moi. Donc je vais vous parler donc de ces questions-là. Je vais continuer le cours de la semaine dernière en regardant cette foutue histoire de solution de viscosité ou pas. Alors donc solution dans D' équivalent à solution de viscosité. Ça, c'est le thème. Ce thème-là, on va le décliner. On va commencer par le premier cas positif. C'est si B est continu et que U est Lipschitzian résout l'équation presque partout. Attention, pas de terme du deuxième ordre. Ce n'est vrai que dans le cas du premier ordre. Enfin, ce n'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas dans le cas du deuxième ordre. Donc, je ne l'écris pas au tableau, mais je signale toujours ce qui s'étend à l'équation de transport avec un terme du deuxième ordre ou pas. Donc là, attention. Vous allez voir qu'à la démonstration, c'est des choses qui passent déjà relativement ric-rac. Bon. Ça entraîne solution de viscosité. Alors, c'est quand même beaucoup de régularité. Hein. C'est presque la régularité maximale là-dessus. Enfin, non, ce n'est pas la régularité maximale. Mais pour un truc semi-monotone, vous ne pouvez pas espérer d'avoir mieux hein, que l'Lipschitzian. C1, c'est compliqué. Pour le flow. Et donc pour le U. Alors, où en suis-je? Ça, pourquoi c'est vrai? Ouais. Par régularisation. Hein, donc, on sait que oui, B continue. Tout à coup, j'étais inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la régularisation par convolution. Donc, une fois pour toutes, dans le cours, comme toujours, si je suis dans RD, je prends un noyau de convolution comme ceci, je le prends positif ou nul, je le normalise pour que le support de ρ soit contenu dans une boule de rayon 1. On verra dans deux cours qu'il faudra même spécialiser ce genre de noyaux en les décalant un tout petit peu sur la droite ou sur la gauche. Bon, ça sera pour d'autres situations. Donc, par régularisation, je regarde l'équation satisfaite par U epsilon qui est U étoile rho epsilon. Je regarde avec toujours le même B. Et donc ça, c'était la stratégie que l'on faisait avec Ron et Bernard, mais là, je l'applique de manière très simple. Pas que c'était très compliqué à la base déjà. Alors donc, je fais ceci, et je déduis que, bien entendu, si je convole cette équation, je trouve 0. La convolée de cette équation, il y a le du epsilon sur dt, et je vois que donc c'est B gradient U epsilon moins B gradient U epsilon. Commutation de l'opérateur de dérivation et de la convolution. On écrit les choses et on voit que c'est l'intégrale de B de x moins B de y gradient U de y rho epsilon de x moins y. Et
je veux regarder ce que fait cette erreur. Cette erreur, on peut la borner très brutalement par les x moins y sont majorés par epsilon, puisque en dehors de la boule d'Arion epsilon, rho epsilon de x moins y vaut 0. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que je peux majorer ici par le sup de b de x moins b de y, b de z1 moins z2 pour z1 moins z2 inférieur à epsilon, qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Le gradient U, il est majoré par c. L'intégrale de rho epsilon, il vaut 1. Gradient ellipsitien. Donc, clairement, ceci, c'est une évidence, converge uniformément vers 0. En revanche, si B n'est pas continu, il y a un souci. Il y a un souci tel que ce ne sera pas vrai, la conclusion. Une fois quand j'ai la convergence uniforme vers 0, là, pour le coup, c'est fini. On peut facilement conclure que ce sont des solutions de viscosité. Là, on a la régularité, on regarde à un point de maximum et moins phi. On se débrouille même s'il y a... Et B est continu, donc là, je n'ai même pas de solution relâchée, il n'y a rien à faire. Entraîne solution de viscosité. C'est absolument classique. Pour des solutions continues, ce qui était connu, c'était le cas classique, c'est-à-dire B lipschitien. Là, j'ai le cas, le pendant, qui est B continu, U lipschitien. Dans les deux cas, solution distributionnelle, au sens presque partout ici, ça entraîne solution de viscosité. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attend, c'est le cas simple. Plus surprenant, c'est que si U est simplement continu, en fait, vous allez voir, si U n'est pas nécessairement continu, dès que vous avez un saut, donc en dimension 1, n'entraîne pas en général que U soit solution de viscosité. Bon. Alors, je vais introduire une famille de contre-exemples qui donne pas mal d'informations différentes. Et celui-ci, le premier que j'introduis, le cas le plus simple, donc en réfléchissant, je me suis orienté vers ce choix-là pour un truc que je vais vous raconter après. Et après, j'ai réalisé que, en fait, en ressortant l'article de Bouchut, James et Mancini, ils avaient déjà pensé à ce contre-exemple. Donc, le premier contre-exemple que je vais faire, c'est un champ de vecteurs qui est étudié pour faire d'autres choses dans le papier de Bouchut, James et Mancini. Oui, en relisant, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, le quand même et le trop, qu'il y avait plein d'idées amusantes dedans. Alors, donc, exemple. Je ne vais pas prendre une équation du sur dt. Je vais prendre un b gradient u qui est égal à f, une fonction continue, u lipschitien. Donc ça aura lieu presque partout. Et on va voir un exemple de u et de f tel que ceci n'entraîne pas que u soit solution de viscosité. Donc j'ai remplacé le du sur dt par un second membre, mais c'est pareil, c'est la même structure. Attention au signe, pour les solutions de viscosité, b gradient u égale f, ce n'est pas la même chose que moins b gradient u égale moins f, à cause des inégalités. Donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça que là, j'ai des signes cohérents. Ce contre-exemple consiste en dimension 1 sur R à prendre b égale sin de x. Pas très compliqué.
non seulement c'est semi-monotone, mais c'est croissant, donc c'est vraiment monotone. Bon. Pour U, je vais prendre valeur absolue de x. Est-ce que c'est une solution presque partout? À l'évidence, puisque la dérivée de U par rapport à x est sin de x, donc B gradient U est égal à 1, quel que soit x différent de 0, puisque c'est différenciable, en dehors de 0. Pour vérifier que c'est une solution de viscosité, il faut regarder l'aspect sous-solution qui est automatique, puisque c'est un coin vers le haut, il n'y a rien à vérifier. Mais coin sur le bas, c'est l'aspect sur-solution qui pose un problème, puisque ce qu'il faudrait faire, c'est regarder la lim sup de B scalaire P, c'est-à-dire B fois P, on est en dimension 1, vouloir que cette lim sup soit supérieure ou égale à 1, lim sup quand x tend vers 0. Et c'est pour quel P? C'est pour toutes les pentes qui sont en dessous, pour tous les P qui sont dans moins 1 plus 1. Bon, et ça c'est visiblement faux, prenez P égale à 0. Alors donc ça veut bien dire que il y a en général des solutions lipschitziennes qui ne sont pas des solutions de viscosité, ce qui honnêtement n'est quand même pas une surprise, sauf si B est continu, où là il n'y a plus aucune distinction. Ça a des répercussions dans le papier de Boucher, James et Mancini. Bon, voilà. Alors il me semblait que je voulais dire quelque chose. Le troisième point, c'est que si B est continu, je peux parler de solution au sens des distributions. Je prends BU continu. En général, si c'est lipschitzien, ça entraîne que solution de viscosité. En général, ça n'entraîne pas que ces solutions de viscosité. Solution dans des primes. Je suppose peu lipschitzienne. Les solutions de viscosité peuvent très bien n'être que continues. Si j'ai une donnée initiale qui n'est que continue, je ne vais pas récupérer mieux après. Donc ça marche pour lipschitziens et vous allez voir que j'ai n'importe quel exposant de Elder compris entre 0 et 1, et ça ne marche pas non plus pour un certain B continu. Donc il faut certainement qu'il y ait suffisamment de régularité. Ma conjecture, c'est que ça sera certainement vrai si j'ai C alpha, C bêta, ça sera certainement vrai si alpha plus bêta, disons, est strictement plus petit que 1. Mais bon, on s'en tape. Hein. Alors, donc, quel exemple vais-je prendre? Je vais prendre pour B, je vais prendre sin de x, et je vais prendre valeur absolue de x. Allez, je vais prendre une racine carrée, vous allez bien comprendre qu'on peut jouer sur les puissances et tester ce que je disais avec l'eulérianité de l'un et de l'autre. Et pour U, je vais prendre racine de valeur absolue de x. Donc j'ai deux objets qui sont C1,5. Et ça ne va pas marcher. Donc L infini lipschitien, ça ne marche pas. C1,5, 1,5, ça ne marche pas. C'est pour ça que je disais alpha. Alpha plus bêta, strictement plus grand que 1. Excusez-moi. Bon, allez, on reprend. Désolé pour cette courte interruption.
Oui, donc j'étais en train de regarder ce cas-là. Donc, est-ce que c'est une solution au sens des distributions? Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans solution au sens des distributions pour B gradient U? B gradient U est défini au sens des distributions par divergence de BU moins divergence de B fois U. Donc, ça, le plus délicat, c'est celui-ci. Divergence de B, c'est une mesure, ici une mesure de Dirac, multipliée par U, qui vaut 0 en 0. Vous voyez que ça fait 0 pour divergence de BU. Et quant à D sur dx de BU, j'en dirai un mot. Bon, au fond, au point où j'en suis, je peux finir la démonstration comme ceci au sens des distributions. Divergence de BU. BU, c'est quoi? Ça fait valeur absolue de x fois sin de x. Donc, divergence au sens de distribution BU, c'est juste x. Divergence, c'est juste, on est en dimension 1, d sur dx, moins db sur dx. Donc, d sur dx de x, ça fait 1. Donc, le premier terme, ça fait 1. Le deuxième terme, db sur dx, db sur dx, ça vaut quoi? Ça vaut... Donc, je dérive la fonction signe, ça me fait 1 demi... C'est pas vraiment à dériver la fonction signe, c'est la fonction racine de x. Hein. Donc, lorsque je dérive du côté x positif, c'est impair, donc j'ai trouvé quelque chose de pair, et je trouve 1 demi de 1 sur racine de x. Donc, la dérivée de ça, c'est 1 demi de 1 sur racine de x. C'est quelque chose qui est pratiquement L2 multiplié par racine de x, et donc ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, grâce à l'annulation de U et le peu de régularité, le calcul, il n'y a pas de problème en zéro, donc vous pouvez juste faire le calcul en dehors de 0. Il y a suffisamment d'annulation pour ne pas faire de souci en 0 au sens des distributions, et évidemment, vous trouvez 1,5 à cause de la dérivée de la racine carrée. Et donc, vous êtes exactement dans la même situation que précédemment, avec maintenant une fonction U qui, il n'y a rien à vérifier pour sous-solution parce qu'on ne peut pas passer de plan au-dessus du graphe en 0, mais en revanche, vous pouvez placer maintenant toutes les pentes, et surtout la pente nulle. Et la pente nulle va empêcher d'être une sursolution en 0, puisque B de 0 vaut 0. Donc ce n'est pas une sursolution de viscosité. Quant au fait, si je prends un B qui est dans C alpha, un U qui est dans C bêta, et alpha plus bêta strictement plus grand que 1, ça entraîne que solution de viscosité, oui, il faut travailler sur le commutateur entre la dérivation, et donc vous avez un peu de régularité sur B, un peu de régularité sur U, il faut faire des intégrations par partie. Bon. C'est très technique pour un résultat dont on se contrefout, donc je ne vais pas insister. Mais on a bien cette frontière de véracité avec juste un cas qui est limite, qui est le premier cas, qui est continu de Lipschitzian, qui lui marche, où on est à des coefficients dont la somme vaut 1. Donc c'est 0, 1, c'est 0. OK, donc ça, c'est sur l'équation directe, l'équation en U. Et ça résout à peu près toutes les questions que je voulais regarder. Je vais maintenant passer aux équations duales. J'en ai déjà un tout petit peu parlé ce matin en vous parlant du fait qu'on avait bien évidemment
une stabilité pour les distances de Wasserstein pour les solutions. Alors maintenant, l'équation conservative. Oui, je n'ai pas exhibé, je reviens en arrière, je n'ai pas exhibé dans le cas où B était discontinu des solutions Lipschitz qui ne sont pas des solutions de viscosité. Je l'ai fait pas pour l'équation d'évolution, je l'ai fait pour une équation stationnaire, B gradient U égale à 1. Tout ceci, ça se modifie, comme vous vous en doutez, ça se modifie facilement pour trouver des contre-exemples. Donc en particulier, il n'y a pas d'unicité lorsque B n'est pas continu de solution lipschitzienne de l'équation. En revanche, si B est continu, il y a unicité. Donc l'équation conservative, solution duale. Alors, premièrement, pas de renormalisation. Ce qui montrera d'ailleurs au passage les limites de ce que l'on peut attendre dans le cas BV lorsqu'on ne fait plus l'hypothèse d'Ambrosio que la dérivée de la divergence du champ de vecteurs est dans L1. En plus, la divergence en dimension 1, ça veut dire W11. Donc BV, il disparaît. En dimension supérieure, évidemment, il y a une vraie généralisation. Si on ne fait pas cette hypothèse divergence B dans L1, vous allez voir, et on a commencé à en voir, tout plein de choses qui ne collent plus. Non-unicité des solutions lipschitziennes. Okay. Alors, ce sera plus probant quand j'aurai la bonne majoration sur la divergence. On va y venir, puisque là, j'ai une minoration sur dB et pas une majoration. On y reviendra là-dessus, puisque les conclusions que j'étais en train de faire sur le KBV, on pourra les refaire, je pourrais les redire exactement de la même manière. Pas de renormalisation. Alors, pour une équation comme ceci, avec vous n'avez pas de divergence B, la renormalisation, c'est dire quoi? C'est de faire des changements non linéaires de la fonction inconnue et de poser la question, est-ce que c'est encore solution d'une certaine équation? Alors, sur la première équation, c'est solution de la même équation. Si vous prenez un phi de U, ça résout exactement le même problème. Est-ce que phi de U est solution? Est-ce que ça renormalise? Est-ce qu'on a le droit de prendre des fonctions non linéaires? On y a droit puisque, je n'insiste pas plus, U de x et de t est égal, toujours au cas déterministe, en cas stochastique c'est beaucoup plus compliqué, U0 de x de t et de x, où x est le flot, donc c'est évident que phi de U est égal à phi de U0 de x de t et de x, c'est la solution de viscosité de ce qu'il faut. Alors c'est piquant parce que les solutions de viscosité sont invariantes par des fonctions croissantes. Là, c'est n'importe quelle fonction. Grâce à cette, donc, ce n'est pas la théorie des solutions de viscosité qui vous dit que vous pouvez prendre n'importe quelle fonction. C'est la formule. Et pourtant, toutes les solutions ne sont pas solutions de viscosité. Donc là, il y a des petites subtilités que je ne veux pas détailler plus. Bon. Donc ça, sur l'équation primale, c'est une trivialité. Sur l'équation duale, formellement, c'est plus compliqué. Formellement, ça va, j'ai le temps. Formellement, qu'est-ce que l'on va dire? On va dire que si je regarde d phi de f sur dt plus b gradient f de phi de f, c'est bien un moins, ouais, c'est un moins.
parce que c'est l'équation duale, mais renversée du temps. Donc, c'est un signe moins. Donc, mes bois gradient phi de f, moins divergence de b phi prime de f est égal à 0. Ça, c'est simplement multiplié par phi prime de f, l'équation, dans laquelle j'ai développé la divergence de bf en divergence de b fois f moins b, et puis moins b gradient f. Maintenant, si je veux écrire ce que cela donne en termes de divergence, je récupère un calcul totalement élémentaire, moins divergence de b fois phi de f. Et là, qu'est-ce que j'ai en trop? C'est divergence de b phi de f moins phi prime de f fois f. Alors, lorsque la divergence de b est dans L1 et que f est dans L1, vous pouvez prendre des classes de fonctions phi. Mais si la divergence de b n'est qu'une mesure, ben c'est l'enfer, parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce produit. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, sauf dans le cas où vous pouvez regarder le dernier terme, enfin vous pouvez éliminer le dernier terme, et ça sera possible si phi de z est égal à phi prime de z fois z. C'est-à-dire la relation de l'air de degré 1, c'est-à-dire les fonctions homogènes de degré 1, c'est-à-dire à des coefficients linéaires près, vous avez z et vous avez valeur absolue de z. Alors z comme changement de variable, ce n'est pas très intéressant, puisque f, vous le transformez en lui-même. En revanche, vous avez la valeur absolue de f. Donc c'est le seul que l'on peut tester à cause de ce problème-là, mais celui-là, il a un sens, en tout cas pour des solutions signées, c'est-à-dire qui ne sont pas de signes constants. Et bien, dès que vous testez ça, ben vous avez un gros souci. Vous avez un gros souci, parce que je vais commencer par, en général, f n'est pas solution duale alors, c'est même pire que dual parce que ça va être des f dans l'infini. Donc je peux réellement parler de... je peux, B étant plus que dans BV, pas dans BV, mais étant à l'infini, donc BF a parfaitement un sens. Ce n'est pas solution duale, et on trouvera des exemples avec des F dans LP, où on verra que valeur absolue de F n'est pas solution au sens des distributions. Bon, alors, la raison est simple. On va la comprendre très rapidement. La raison fondamentalement pour laquelle ça ne peut pas être vrai, c'est des phénomènes de concentration. Pensez l'exemple, je le fais oralement pour commencer. Pensez à l'exemple b de x égale sin de x. OK ? Oui. Vous êtes en train de regarder x point plus b de x. N'oubliez pas que c'est quand je regarde le grand X que j'ai mis là, d'ailleurs il est toujours là, x point plus b de x. Bon. Alors, x point plus b de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque x est positif, x point vaut moins 1. Lorsque x est négatif, x point vaut plus 1. Donc tout en temps fini se ramène à 0. Et donc vous avez toutes les particules qui ont tendance à aller en 0.
formation d'une masse de Dirac. Si vous ne regardez que des mesures qui sont de signe constant, vous ne voyez rien. Mais maintenant, si vous mettez à gauche autant de particules de signes opposés, de charges opposées, qu'à droite des charges positives, elles vont à zéro, elles y arrivent en même temps, de manière symétrique, et elles s'annulent. Donc ce que ça veut dire, c'est intuitivement, hein, si vous pensez comme ça en termes physiques, c'est qu'au bout d'un temps fini, si vous prenez un intervalle de chaque côté, toutes les particules se seront annihilées en zéro et vous trouvez zéro comme solution. Alors que pour la valeur absolue, si la masse totale vaut 1, vous trouvez une masse de Dirac. Bon, eh ben, si la valeur absolue de qu'est-ce que je dis, la valeur absolue, vous trouvez une masse de Dirac. Non, la valeur absolue de la solution n'est pas la solution correspondant à la valeur absolue. Si la valeur absolue de f était solution, et que je trouve 0 en temps fini, ça contredirait le fait que ce sont des équations conservatives au sens des distributions. Mais lorsque vous intégrez ça, vous voyez que la masse totale vaut 1, et donc j'ai un truc positif qui vaut 0, donc la masse totale, ça vaut pas... enfin, un truc qui vaut 0, la masse totale ne peut pas être 1. Je vais reprendre tout ça. Hein. Et si vous avez les solutions duales, vous avez la conservation de la masse en mettant U0 égale 1. Donc dans les deux cas de figure, vous avez la conservation de la masse. Et donc, ce n'est pas solution parce que f, l'intégrale de f à l'instant t, ben, ça vaudra 0, qui est strictement plus petit que l'intégrale de la valeur absolue de f0. C'est ce que mes contre-exemples vont donner. Donc si vous avez annulation en temps fini, vous avez annulation en temps fini, vous avez une contradiction avec le fait que cela soit une solution renormalisée. Vous n'avez pas le droit de prendre la valeur absolue. Et c'est aussi assez intéressant parce que ça veut dire que vous êtes parti d'un truc dans L infini et que ça vous a ramené à 0 en temps fini, en partant de quelque chose qui est non nul. Donc ça veut dire que si vous changez le sens du temps et que vous mettez un plus, vous avez une solution au sens des distributions qui part de 0 et qui est non nulle. Vous avez non-unicité pour le problème renversé du temps. D'accord ? Donc déjà, solution au sens des distributions, dans L infini, il n'y aura pas unicité. Je reviendrai dessus. Et puis, ça vous donne aussi que si vous prenez f dans BV et même B monotone, vous n'avez pas le droit, la régularisation ne va pas marcher. Alors que f est dans l'infini. Donc c'est un exemple qui montre que l'argument de régularisation développé par Ambrosio, il nécessite que des xb, la divergence, soit dans L1. Sinon, c'est faux. Bon. Et en fait, on va regarder des cas encore... je vais exhiber une famille de contre-exemples avec des cas encore moins irréguliers que ça. Pour l'instant, on met en place... toujours le temps. Alors, je ne vais pas faire les exemples généraux aujourd'hui parce qu'il faut faire quelques petits calculs de jacobiens et sans que je vais me planter à la fin de la deuxième heure. Je vais me contenter du cas simple qui est de la première série, qui est toujours b de x égale sin de x. Et puis pour f, je vais prendre sin de x, toujours de l'imparité, fois la fonction indicatrice de x inférieur ou égal à 1. Après, je prendrai des racines carrées pour l'un et pour l'autre, et on refera des calculs. Donc vous voyez ce qui se passe. Hein, donc ça, c'est 0. Là, il y a moins 1. Et là, il y a 1. J'ai mis
une fonction indicatrice. Là, j'ai toutes mes particules de signe négatif, de charge négative qui sont là, et toutes mes particules de charge négative qui sont là. Elles vont toutes, se déplacent toutes à vitesse t dans ce sens-là. Ici, elles se déplacent toutes à vitesse t. Bon, les zéros, donc vous voyez bien ce qui se passe, ça se rétrécit. Ça se rétrécit et vous avez f de x et de t dont toute l'action va se passer pour les x inférieurs à 1 moins t. Par symétrie, vous avez toujours sin de x. Et la question est de savoir, est-ce que vous avez une masse de Dirac ou pas? Alors, les positifs qui sont là, ils me créent à l'instant t, ils me créent t fois delta 0. Hein, c'est tous ceux qui sont arrivés en temps t, ben c'est tous ceux qui étaient à distance t de 0. Ceux-là, ils me créent moins t delta 0. Donc il n'y a pas de masse de Dirac. Alors, si vous voulez vraiment le dire, c'est une équation linéaire. Vous regardez la solution qui correspond à f+, et là, vous récupérez le t delta 0. Vous regardez la solution avec le signe moins, et vous avez le moins t delta 0. Et vous additionnez les deux, vous avez la solution. Donc ça, c'est la solution duale. Et donc, vous voyez que f à l'instant 1 est identiquement nul. Donc, c'est exactement ce que... Bon, vous pouvez vérifier hein, qu'au sens des distributions, c'est vrai si vous en avez envie. Mais au sens des distributions, ça ne suffit pas parce que vous voulez que ce soit la solution duale. Donc, pour la solution duale, vous pouvez vérifier ceci. Il y a un certain nombre d'intégrations par partie. Je vous laisse ce plaisir-là. Mais c'est intuitif. Hein, c'est la loi du processus. Alors, quand vous avez un truc signé... Enfin, la loi, ça c'est déterministe, mais vous avez randomisé les conditions initiales, et quand vous avez un truc signé, ben, voilà, j'utilisais cette idée de charge pour l'annualisation, mais l'idée, c'est quand même très simple, c'est vous résolvez pour la partie positive, vous résolvez pour la partie négative, et vous prenez la somme des deux. Ça vous fait la solution. Pour la partie positive, là, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui se passe en zéro. Il y a une concentration en zéro. Voilà, donc plutôt que de faire des calculs immondes, je serai obligé de refaire des calculs comme ça la semaine prochaine sur des cas plus généraux, donc vous le reverrez, vous verrez comment on mène les calculs pour vérifier ça. Mais ça, c'est quand même piquant, parce que ça annonce plein de soucis. Hein. Il y a extinction de la solution, alors que la valeur absolue est de masse 1 ou de masse 2 ici. Ouais, c'est toujours pareil. Hein, quand on est dans BV, on est à la limite que tout dérape. Hein. Et là, ça a quand même déjà pas mal dérapé. Alors, des trucs beaucoup plus simples qui n'ont pas grand intérêt. Donc, si B est continu, alors solution duale et solution sans distribution. Ouais, alors ça, il n'y a pas grand-chose à dire. L'équation a un sens. Alors, comment on passe de l'équation duale à ça? Le plus simple, c'est de régulariser le B. Hein, tout converge. Quand vous régularisez B, tout est vrai. Tout OK. Question, c'est est-ce qu'on peut passer à la limite? On a déjà parlé la semaine dernière, c'était comment passer à la limite sur l'équation primale et donc par dualité. Vous avez ce qu'il faut. Bon, j'en dis pas plus, c'est un fait hein, qui se reconstitue sans trop de problèmes. Par des techniques un peu comparables, légèrement différentes, mais un peu comparables. Là, il faut faire aussi de la régularisation. Mais ce n'est pas la régularisation du B. Si vous savez que F est dans L1, alors solution duale entraîne solution dans D'.
Bon. Bon, et les réciproques sont fausses. Hein. Ça, c'est vraiment lié au fait que vous avez des solutions lipschitziennes qui ne sont pas des solutions de viscosité, et donc qui n'interviennent pas dans la dualité. Bon. Je sais juste celle-là, je vais juste vérifier si solution duale entraîne solution non des primes. Sur les réciproques, j'ai un doute. Oubliez ce que j'ai dit, je vais y réfléchir, je serai amené à... Il faut que je revienne dessus la semaine prochaine en vous donnant d'autres exemples, contre-exemples, qui sont du style b de x égale sin de x racine de x, et que pour le f, je vais un peu compliquer en prenant des sin de x, racine de x, à nouveau 1 de x inférieur ou égal à 1. Et à nouveau, les racines de x ne jouent absolument aucun rôle, mais c'est simplement, on va voir sur ces questions de renormalisation que lorsqu'on est dans BV, même lorsqu'on a le bon signe pour BX, la renormalisation ne marche pas bien. Alors qu'on va avoir des B qui non seulement sont dans BV, mais qui sont dans les W1P. Si j'augmente la puissance ici, je peux me rapprocher aussi proche de W1 infini que je veux. Et pourtant, je n'aurai pas le droit de faire des opérations comme la renormalisation. Donc il y a plein de gags. Dès qu'on n'a pas l'hypothèse B en dimension 1 que B est dans W1,1, il y a plein de choses qui deviennent fausses en général. Point. Donc on verra ça la semaine prochaine. Et puis je regarderai les équations retournées en temps, et on sent bien qu'il y a un problème, hein, puisque on peut aboutir en zéro en temps fini, ça veut dire qu'on peut ressortir de zéro. Donc des solutions à l'infini au sens de distribution pour l'équation retournée du temps, ce n'est pas unique. Il va falloir trier. Alors donc, Baucher, James et Mancini ont proposé un tri, je vais vous en proposer un autre, qui est d'une certaine manière, qui est contenu dans le leur. C'est plus restrictif. En fait, c'est complètement équivalent, mais je trouve que c'est un changement de présentation qui, du coup, permettra de montrer des choses qui n'étaient pas connues sur le fait que si vous faites une régularisation stochastique, vous convergez bien vers cette solution choisie. Quand même, c'est un truc qui est assez important. Quoi qu'on fasse, il y a l'extension à des termes du deuxième ordre. Ça ne marchera pas pour les solutions retournées. En tout cas, je ne connais aucun résultat. Et puis, il y a de manière générale, quand vous faites quelque chose sur B, sur une équation comme ceci, est-ce que vous pouvez mettre un peu de viscosité, moins epsilon laplacien, tout régulariser, et est-ce que vous savez faire tendre epsilon vers 0? Ça, c'est extrêmement important, c'est même important, c'est plus qu'important conceptuellement, ça a même des répercussions numériques, parce que si vous voulez avoir une chance de résoudre numériquement ce genre d'équation, toute discrétisation va faire un filtrage et qui va faire automatiquement une sorte de viscosité numérique. Et donc, la question de rajouter un peu de viscosité est une condition nécessaire à des schémas qui soient bien stables. Bon, ce n'est pas exactement le problème, donc je ne peux pas dire suffisant, mais c'est une étape absolument indispensable. Alors donc, ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Mais auparavant, je vais finir d'accumuler des exemples et puis faire peut-être une petite zoologie de ce qui se passe en dimension 1 pour me débarrasser de la dimension 1. Et ça occupera l'essentiel de la séance prochaine. Et puis je commencerai peut-être le dernier cas que je regarderai dans le cours pour des équations linéaires, pour des équations de transport linéaire, qui sera un B décroissant par rapport à toutes les variables. Ça nous amènera à Noël et il nous restera quelques cours où je ferai un peu de MFG, enfin, lien de ce qu'on a trafiqué avec les MFG, à peu près.
Après, je n'avais pas prévu de faire ce long interlude aujourd'hui, donc tout ça, ça peut varier. Et en général, ça se décale toujours dans un sens, ça se décale toujours vers le bas. Je suis jamais en avance sur le vague programme qui est dans ma tête et qui change un peu au fur et à mesure que je vous raconte des choses et que donc je les comprends un peu mieux. Hein, c'est une phrase qui... Je croyais, très honnêtement, je croyais l'avoir inventée, cette phrase, et puis en fait, je me suis rendu compte que 10 000 auteurs l'avaient déjà sortie avant moi. On ne comprend quelque chose que lorsqu'on l'a enseigné, on l'a expliqué à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment très vrai. Donc, du coup, si on comprend mieux, mais on ne se pose pas de questions nouvelles. Et c'est un peu pour ça que les moments où je fais cours sont des moments aussi, et je ne suis pas le seul, hein, je sais que, en tout cas, les matheuses fonctionnent comme ça, je sais que c'est des moments où, du coup, on se pose, parce qu'on vous explique des choses, on se pose plein de questions, et donc on est dans une sorte d'intensité fébrile de chercher des réponses à des questions qui apparaissent naturellement par le fait qu'on fait cours et que vous êtes là. Donc c'est grâce à vous qu'on pense à des tas de questions. Merci, et puis on a le séminaire de Guillaume dans un quart d'heure.